chaque maison d'édition est comme une troupe de théâtre qui a son répertoire, hein, avec son répertoire, oui. Alors, dans l'édition, ça s'appelle un catalogue. Et je ne pense pas, ou alors ça serait vraiment très rare, que les éditeurs définissent au départ une espèce de ligne qu'on appellerait la ligne éditoriale et qu'ils la suivent. Bonjour, Olivier Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci aussi à vous de venir assister à cette rencontre et y participer peut-être, puisqu'à la fin de notre conversation, vous pourrez poser des questions à Olivier Cohen, que je suis particulièrement heureuse de recevoir, si j'ose dire, aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que je lis les livres qu'il publie, parce que c'est un anniversaire. Cette année, ce sont les 30 ans des éditions de l'Olivier. À votre nom, pour mieux dire à votre prénom, Olivier, puisque c'est le nom que vous avez donné à votre maison d'édition, sont associés, pour nous lecteurs, une foultitude de noms d'écrivains que nous adorons, de Raymond Carver à Cormac McCarthy, de Richard Ford à James Salter, de Alice Munro à Ron Appelfeld, des auteurs français aussi, puisque si vous avez longtemps eu l'image d'une maison essentiellement de littérature étrangère, en fait, aujourd'hui, la littérature française s'est aussi imposée dans votre image, mais vous en publiez quasiment depuis l'origine de la maison. Je pense à des auteurs évidemment comme Geneviève Brisac, Agnès de Sarthe, Jean-Paul Dubois, dont Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, a reçu en 2019 le prix Goncourt. Je voudrais qu'à travers ces 3 quarts d'heure, cette heure de rencontre, on retrace un peu l'histoire de cette maison et que vous nous parliez de ce métier d'éditeur que vous avez commencé à pratiquer avant de créer votre maison d'édition. Dans des maisons qui sont dont les noms sont un peu cultes dans l'histoire de l'édition française, comme Champs Libres ou Le Sagittaire ou Mazarine. Mais il y a 30 ans, finalement, donc vous étiez éditeur depuis déjà presque une vingtaine d'années, une dizaine d'années. Oui. Pourquoi avoir sauté le pas et décidé de créer votre propre maison d'édition plutôt que de continuer à exercer ce métier d'éditeur dans des maisons Mais la réponse, elle est très simple. C'est que j'ai été mis à la porte des éditions Payot que je dirigeais depuis 3 ans, avec un chèque d'indemnité assez conséquent. J'étais furieux, non pas du chèque, mais d'avoir été mis à la porte. Et j'avais décidé de ne rien faire, de ne subir aucune contrainte pendant 1 an. Donc j'ai fait des tas de choses pendant cette année-là, mais je n'envisageais pas du tout de créer une maison d'édition. C'était pas du tout dans mon propos. Et c'est le patron des éditions du Seuil de l'époque, Claude Cherki, qui m'a proposé de prendre un café avec lui et qui m'a dit cette phrase exactement: est-ce que vous voulez créer une maison d'édition avec nous? Et sur le moment, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait me dire. Ce n'était pas une proposition très banale. Et j'ai dit non. Il était surpris. Il m'a dit écoutez, réfléchissez. Il m'a donné sa carte. Et j'ai réfléchi. Et on a créé cette maison d'édition ensemble. Mais si vous voulez, peut-être ça vaut la peine de s'arrêter une seconde sur ce point. Il y a en France une tradition du petit éditeur indépendant, parfois un peu maudit, seul dans son grenier, et qui publie des livres géniaux et qui est en général au bord de la faillite tous les ans, et dont on écrit la légende. Je sais pas tellement mon caractère. C'était pas dans mon imaginaire, si vous voulez. En revanche, ce que je me suis dit, c'est que
pendant cette année, j'avais fait le tour des maisons d'édition. On m'avait gentiment invité à déjeuner un peu partout. Je voyais que je retrouverais assez facilement un job. Mais ça ne m'excitait pas beaucoup. Et je me suis dit, et c'est d'ailleurs l'explication que j'ai donnée à Claude Cherki, qui m'a dit, mais finalement, pourquoi vous acceptez? Alors, je lui ai dit, c'est assez simple. Dans la plupart des maisons d'édition, un directeur littéraire présente ses projets à la direction générale et on en discute. Il faut s'expliquer, et puis parfois ça ne passe pas. On dépense beaucoup de temps et d'énergie à expliquer à des gens qui ne savent pas très bien de quoi on parle pourquoi on veut publier un livre. Si, dans notre accord, vous vous engagez à ne jamais intervenir dans les livres que je veux publier, dans mes choix, alors c'est formidable parce que je gagne beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin de m'expliquer à moi-même pourquoi je veux publier Raymond Carver ou Agnès de Sarthe, si vous voulez. Donc c'est un gain d'énergie et de temps qui a beaucoup de valeur. Et alors, ça l'a beaucoup amusé. Il m'a dit, effectivement, c'est une très bonne raison. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et l'autre point, c'est que je voyais un certain nombre d'amis qui avaient des petites maisons, dont certaines n'existent plus aujourd'hui, qui galéraient vraiment pour survivre et qui avaient du mal à diffuser leurs livres. Et l'intérêt que je voyais à m'associer avec Le Seuil, c'est que c'est une maison puissante, avec un catalogue formidable, de gros moyens de diffusion et de distribution. Et donc, je m'étais dit, ben voilà, mes livres vont pouvoir se trouver partout, dans toute la France, dans les petites librairies littéraires, dans les supermarchés. C'est ça que je veux finalement, c'est que les livres que nous publierons soient accessibles à tout le monde, tout le temps. Et donc, ça valait la peine de s'allier avec une maison comme Le Seuil. Et il y avait un autre exemple d'une telle association qui a été extrêmement fructueux. C'est l'association entre Paul Tchaikovsky-Laurence, les éditions POL, et Gallimard. Donc on était un peu cousins, Paul et moi, de ce point de vue-là, si vous voulez. Hein, on disait, il y a deux grandes maisons d'édition littéraire en France, Le Seuil et Gallimard, enfin disons les plus fortes, les plus puissantes, et c'est bien d'avoir des alliés de ce genre. Néanmoins, en devenant directeur Oui. des éditions L'Olivier, je ne sais pas si directeur ou PDG ou... Peu importe, oui. Néanmoins, vous devenez quand même je ne sais pas si on veut dire un chef d'entreprise, mais c'est vrai qu'à la dimension éditoriale, s'ajoute quand même une dimension de gestion d'entreprise, financière. Enfin voilà, vous ne pouvez pas être totalement dégagé de tous ces soucis-là. Alors, je dois dire que pendant, disons, 15 ans, j'ai été un chef d'entreprise nul. Mais vraiment, c'est bien d'avouer. C'était, je veux dire, les gens qui me connaissent le savent. Je n'avais aucune expérience dans ce domaine. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Je les ai accumulées. Et oui, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour vraiment développer des capacités dans ce domaine-là. Parce que, en fait, j'étais tellement concentré sur l'aspect littéraire, éditorial, que je n'arrivais pas à m'intéresser vraiment aux problèmes de management et de finance. Mais bon, ça a fini par venir. Si ça n'avait pas été le cas, je ne suis pas sûr que je serais encore là. Parce que quand on a des actionnaires, on n'est jamais complètement seul. Quand on dirige une entreprise, ça n'existe pas. C'est ce que mon mentor, pour employer un mot un peu prétentieux,
Claude Durand, qui a dirigé les éditions Fayard pendant très longtemps. C'est ce qu'il m'avait expliqué un jour. Il m'avait dit il y a toujours un moment où il faut rendre des comptes. Et Fayard fait partie du groupe Hachette depuis très longtemps. Et donc, il m'avait dit, bon, cette histoire d'indépendance, je suis un éditeur indépendant. Il disait, ça me fait rire parce que personne n'est vraiment indépendant. Si tu rends des comptes à ton actionnaire, à ton banquier peut-être, mais tu n'es jamais seul. Et il avait ajouté, quitte à rendre des comptes, ça ne me dérange pas de rendre des comptes au groupe Hachette. Voilà. L'important, c'est l'indépendance éditoriale. Et c'est en me souvenant de cette phrase que j'avais répondu à Claude Cherki, au PDG du Seuil, j'accepte votre proposition, mais à une seule et unique condition, c'est que vous ne vous mêliez jamais de ce que je publie. Et je dois dire qu'en 30 ans, eh bien, on m'a fichu une paix royale. Même dans des moments où on perdait de l'argent, ce qui est arrivé assez souvent, on me faisait des remarques, on me disait par exemple, telle collection, est-ce que vous êtes sûr que ça vaut la peine de continuer? Donc, ça, je ne prenais pas ça mal, si vous voulez. Hein. Ça me paraissait assez normal d'avoir ce genre de réflexion. Mais jamais la ligne éditoriale, si vous voulez, n'a été même commentée. Est-ce que vous avez, en créant cette maison, et aujourd'hui, 30 ans plus tard, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si on peut dire théoriser ou définir cette ligne éditoriale de l'Olivier? On a l'impression qu'elle est très liée à vos goûts de lecteur aussi. Alors, je vais vous décevoir, mais non, je me refuse absolument à théoriser au sujet de la ligne éditoriale. Mais je peux peut-être plutôt vous parler d'une manière de s'y prendre, si vous voulez. Hein. Une maison d'édition, pour moi, les maisons d'édition, c'est un peu comme des troupes de théâtre. Alors certains éditeurs sont plutôt théâtre de l'Odéon, d'autres c'est plutôt le Châtelet par exemple. Certains c'est le théâtre d'avant-garde, d'autres c'est plutôt du théâtre de boulevard ou les pièces de Shakespeare, je ne sais pas. Chaque maison d'édition est comme une troupe de théâtre qui a son répertoire. Hein, avec son répertoire, oui. Alors, dans l'édition, ça s'appelle un catalogue. Et je ne pense pas, ou alors ça serait vraiment très rare, que les éditeurs définissent au départ une espèce de ligne, qu'on appellerait la ligne éditoriale, et qu'ils la suivent. En fait, cette fameuse ligne, on la découvre au fur et à mesure qu'on met en scène les livres qu'on publie, parce que ça tient aussi de la mise en scène, si vous voulez. Disons qu'il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est un geste qui consiste à dire, voilà, on va publier ce livre, on va publier cet auteur. Pourquoi? Souvent, on ne sait pas. Parce qu'on l'aime, parce qu'on en a envie, parce qu'on pense que c'est bien, et que peut-être d'autres trouveront ça bien. Il y a une décision qu'il faut prendre. Et pour moi, c'est une décision individuelle. Alors, ça n'empêche pas que on forme une troupe, donc un groupe. Hein. Après, une fois qu'on a décidé de publier un texte, d'éditer un texte, il faut le publier, c'est-à-dire il faut le rendre public. Alors ça, c'est toute une affaire. Hein. C'est beaucoup de travail. Non seulement il faut fabriquer le livre, mais il faut le diffuser, il faut le distribuer, il faut en faire parler, c'est un commerce. Hein. Il faut s'occuper de cette partie de commerce et de communication et qui doit mobiliser une quantité de talents très, très variés. Alors au début, les éditions de l'Olivier, c'était 50 mètres carrés et c'était moi tout seul, enfin pas absolument tout seul, j'avais une assistante. On était 2. Aujourd'hui, il y a 8 personnes.
Mais on est lié au Seuil, aux éditions du Seuil, qui remplissent un certain nombre de tâches qui vont depuis la fabrication, qu'il faut évidemment superviser de très près, jusqu'à la comptabilité, etc. Donc c'est très avantageux de ce point de vue-là. Hein. Mais enfin, ce sont des services qui sont rémunérés. Hein. C'est-à-dire que quand le Seuil distribue nos livres, on paye. Vous payez le Seuil. Voilà. Hein. Quand ils veulent publier en poche un de nos livres, là aussi, c'est pas gratuit. Hein. Mais disons qu'il y a deux types d'activités que je résume, si vous voulez, sous ce terme de mise en scène. Alors c'est peut-être lié au fait que quand j'étais très jeune, j'avais un goût pour le théâtre, j'ai même voulu en faire, mais heureusement, je me suis arrêté à temps parce que je ne suis pas sûr que ça aurait été un grand succès. Mais comme comédien? Non, comme metteur en scène déjà. Ben oui, c'était la fonction qui m'intéressait. Alors peut-être aussi parce que Godard avait inventé cette formule, il parlait des enfants de Marx et de Coca-Cola. Moi, je suis, entre autres, un enfant de mai 68. Et un mai 68 particulier, où le collectif, pour moi, comptait beaucoup. Et donc, je ne voulais pas apparaître publiquement. Je ne voulais pas qu'on me connaisse. Et donc, je voulais être le type qui fait en sorte que les choses arrivent, mais dans la coulisse. Je voulais pas être sur la scène, comme aujourd'hui, par exemple. Je suis sur la scène. C'est pas désagréable d'ailleurs, hein, je le dis tout de suite, mais c'était pas ma vocation. Et j'ai travaillé aussi dans différents journaux à la fin de mes études, mais je voulais pas signer les articles, par exemple. Alors je sais, ça peut paraître complètement farfelu, mais pour moi, c'était très sérieux. Une raison pour laquelle vous avez donné votre prénom à la maison d'édition et pas votre nom? Parce qu'un prénom est plus... Voilà, c'est la raison. Plus anonyme. C'est la raison. Et je sais que c'est assez rare. Je parlais de Paulo Tchaikovsky-Laurence. Sa maison d'édition, c'était 3 lettres, c'était pas son nom. Et moi, c'est mon prénom. Alors que beaucoup de maisons d'édition un peu comme ça, de la même famille, comme je sais pas, Liana Lévy, Sabine Vespizer, Joël Losfeld, beaucoup de femmes d'ailleurs, c'est leur nom. Ah oui, il y a un troisième larron auquel je pense, qui avait créé une maison d'édition que j'aime beaucoup, les éditions Verticales. Il ne s'appelait pas Monsieur Vertical, il s'appelle Bernard Wallet. Alors, je me sens un petit peu moins seul en vous racontant ça, parce que ça arrive tout le temps. On me dit, mais pourquoi c'est pas des éditions Olivier Cohen? Je dis, ah non, ça non, jamais. C'est vraiment la raison, ouais. Oui, oui. Ben, en fait, tout était venu d'une conversation avec un ami, parce que je n'arrivais pas à trouver de nom pour cette maison. Et je lui disais que, en fait, on était tous. Je parlais des enfants de Marx et Coca-Cola. Je dirais, moi, je suis un enfant de mai 68 et de Gaston Gallimard. Mais je ne peux pas m'appeler Gallimard, ça existe déjà. Alors il m'avait, je ne peux pas me faire un nom. Il m'avait dit, pourquoi pas te faire un prénom? Et c'est vraiment parti d'une blague comme ça. Hein. Souvent, la vie vous fait des blagues. Je disais en introduction, très tôt dans vos publications, la littérature française et la littérature étrangère se sont, je ne sais pas si on doit dire côtoyées ou oui. mêlées. C'était aussi une volonté initiale que de publier à la fois de la littérature française et de la littérature traduite. Ah oui. D'ailleurs, c'est même au-delà du à la fois. L'idée, c'est que la littérature est une et indivisible, comme la République.
C'est-à-dire que c'était même pas la peine de créer une collection de littérature étrangère ou de littérature française, et même de mettre sur la couverture des livres romans, essais, etc. L'idée, c'était que voilà, la littérature est une espèce de grande puissance, c'est pas la peine de la qualifier. Et se côtoyer effectivement des écrivains français et des écrivains étrangers, je trouvais ça intéressant. Et les auteurs aussi ont trouvé ça intéressant. Alors il se trouve que pour des raisons personnelles et presque familiales, je connaissais bien l'Amérique et sa littérature bien avant de créer les éditions d'Olivier. Et j'ai appelé quelques auteurs que j'avais déjà publiés ailleurs et je leur ai dit, voilà, je crée une maison d'édition, est-ce que tu veux me rejoindre? Ils ont tous dit oui. Donc j'étais très heureux et je trouvais ça encourageant. Et c'est parti comme ça. Hein. Par exemple, le premier livre que nous avons publié en février 91, c'était un roman de Richard Ford, qui n'était pas encore si connu que ça, et un livre aussi d'une une écrivaine américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cynthia Ozick, qui, elle, était presque totalement inconnue, et d'autres. La veuve de Raymond Carver, qui m'a donné des inédits. Enfin, ça a été une sorte de socle, vous voyez, au départ. Et disons, dans les années 80, j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. J'y allais souvent. J'y ai trouvé beaucoup d'amis. J'aimais beaucoup me plonger dans ce milieu d'écrivains, de journalistes, d'éditeurs, d'agents. Et à l'époque, il y avait assez peu de Français qui faisaient ce voyage ou qui ne faisaient que passer, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui, à mon avis, est l'énorme changement, je dirais, entre faire ce genre d'édition à l'époque et aujourd'hui, c'est Internet. C'est-à-dire ? Quand je partais à New York, à l'époque, je partais à l'aventure. Je voulais pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles idées. Et ce n'était pas possible de les trouver depuis Paris. Il fallait y aller. Il fallait rencontrer les gens, faire leur connaissance, comprendre comment ils pensaient. Aujourd'hui, tout se sait instantanément, tout le temps. Et ça a des effets extrêmement concrets. Par exemple, il y a 15 ans, oui, un peu plus, j'ai lu un manuscrit d'un auteur que personne ne connaissait en France et personne n'avait lu encore ce manuscrit. Et donc j'ai fait une proposition immédiatement à cet auteur et à son agent, parce que je savais que s'il mettait ce livre sur le marché, ce qui se fait avec les livres étrangers, j'avais aucune chance. Je m'étais dit, ce livre est un chef-d'œuvre. Quand mes collègues, mes confrères français le sauront, ils ont beaucoup plus de moyens financiers que moi et jamais je pourrais publier ce livre. Et par chance, l'auteur a accepté. Et ce livre, c'était Les corrections de Jonathan Franzen. Effectivement. Coup de chance énorme. Mais aujourd'hui, je vous donne un autre exemple. Pas ce week-end, mais le week-end précédent, un auteur que nous publions depuis le début, qui s'appelle Jonathan Safran Foer, m'a envoyé un mail où il parlait de diverses choses. Il me dit, tiens, au fait, il donne des cours à la fac, comme la plupart des auteurs américains. Il me dit, mon élève la plus brillante vient de terminer un roman qui va être publié l'année prochaine. Tu devrais demander à son agent de t'envoyer le texte. Ce que je fais immédiatement. Et donc je commence à en lire une 40aine de pages. Je trouvais ça très bien.
Et cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, l'agent me dit, bon voilà, il faut nous faire une proposition pour vendredi, pour avant-hier. Je dis, c'est pas possible, comment vous voulez? J'ai pas eu le temps de lire. Ah oui, mais on a déjà des propositions. Pourquoi? Parce que le texte a été envoyé, comme ça a été le cas pour moi d'ailleurs, à d'autres personnes sous forme numérique. Et ils se sont dit que c'était intéressant, ils se sont manifestés immédiatement. Et donc, ma principale collaboratrice, Nathalie Sbéraud, l'a lu. Moi, je n'avais pas le temps cette semaine, j'avais des déplacements en province, enfin bon, peu importe. Elle a trouvé ça formidable. On a fait une offre et on a perdu parce qu'un confrère a proposé 50 000 € pour un premier roman d'une inconnue, quand même. Alors, on dit beaucoup en ce moment que la littérature étrangère se vend moins qu'avant. C'est possible, c'est même certain. Mais enfin, bon. Les enchères montent haut, quand même. Oui, et moi, je ne suis pas contre ce système, si vous voulez. De toute façon, il est comme il est. Hein. Il faut s'en accommoder. Ce n'est pas moi qui vais le changer. Mais l'instantanéité de la transmission de l'information rend beaucoup plus difficile le travail de gens comme nous, parce que notre force venait entre autres de notre rapidité à intervenir. Et comme je mentionnais avant, quand on n'a pas à demander l'autorisation d'un comité de lecture, c'est plus simple quand même. Hein. Donc je ne dis pas que c'est fichu, mais ça a changé. Oui, puis votre force, comme vous l'expliquez, elle venait aussi du fait que vous alliez sur place et que vous connaissiez le milieu éditorial américain, que vous avez des relations personnelles avec les auteurs, ce qui n'est pas toujours le cas, on le voit bien aujourd'hui, que les éditeurs enfin voilà, éventuellement ont cet intermédiaire qu'est l'agent, qui, notamment avec les écrivains étrangers. Enfin voilà, il y avait quand même effectivement un lien direct avec les auteurs que vous avez gardé, même avec les plus jeunes. Vous avez un lien direct avec les auteurs, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de tous les éditeurs en France quand ils publient, notamment des anglo-saxons. Exactement. Mais là aussi, là j'ai changé parce que à mes débuts aux éditions du Sagittaire que vous mentionniez, qui était mon premier travail, j'étais secrétaire d'édition, donc j'étais vraiment la fonction de base, le salaire le plus bas de la maison. Moi, j'ai fait de longues études. Et donc, pour moi, les écrivains, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Mais pour moi, la plupart des écrivains, quand je pensais à eux, c'est des gens qui étaient morts. Ah oui. Et morts ou très âgés. Et quand la première fois que mon patron de l'époque m'a dit, voilà, on va publier un livre d'un tel, il faut que tu lui téléphones, etc. Et j'étais complètement désorienté. J'ai dit, mais on publie donc des auteurs vivants, quoi. Et il m'a dit, bah oui, qui veux-tu qu'on publie? Et là, j'ai pris la mesure, si vous voulez, de mon erreur. Et au début, j'étais assez timide avec ces gens. Parfois, alors la timidité rend parfois un peu brutale aussi. Je trouvais qu'il y avait un drôle de bonhomme dans cette maison d'édition qui était là en général quand il venait. Et puis, bon, voilà, je me suis habitué. Hein, mais je parle sérieusement. Hein, j'étais pas préparé à ça. Vous voyez, j'ai toujours été un lecteur presque pathologique. Je lisais, depuis mon plus jeune âge, je lisais énormément tout le temps, à peu près n'importe quoi, tout ce qui me tombait sous la main. Mais l'idée de rencontrer des auteurs ne m'était jamais venue. Et quand j'ai commencé, j'avais, je ne sais plus quel âge j'avais, 25, 26 ans, j'ai découvert la vraie vie des écrivains. Et ça m'a plu, bien sûr. Ça me plaisait de rencontrer ces gens, des gens souvent que j'admirais. Alors parfois, on est un peu déçu quand on rencontre la personne dont on a aimé les livres. Mais peut-être c'était ça aussi qui faisait que
mon amour peut-être excessif de la littérature se nourrissait de l'absence des auteurs. Parce qu'au fond, un écrivain, dans le privé, c'est monsieur ou madame tout le monde. Vous voyez, les gens sont rarement extraordinaires. Je me souviens d'ailleurs d'une remarque de Richard Ford, il y a longtemps, dans une librairie. Et bon, Richard Ford, si vous n'avez pas lu, sachez que c'est un grand monsieur qui écrit des romans souvent violents, où il se passe beaucoup de choses, parfois à la frontière de la légalité. Et c'est pas des romans d'aventure, mais enfin c'est des romans assez mouvementés. Et donc une des personnes dans l'assistance lui a dit, mais vous devez avoir une vie passionnante. Et il a dit, bah, écoutez, ma vie, c'est tous les matins, je me mets à mon bureau et j'écris. Voilà. Puis je sors faire une promenade avec le chien à l'heure du déjeuner, puis je reviens, je parle avec ma femme, et puis je m'y remets l'après-midi, enfin quand il écrit, bien sûr. Il n'écrit pas tout le temps. Mais... Et il a ajouté, puis, bon, j'ai une voiture, j'ai une carte de crédit aussi. Enfin, comme vous, quoi. Et la personne qui avait posé la question était un peu décontenancée, parce que... Alors, il y a des écrivains qui jouent à la comédie. Et c'est assez drôle. Il y avait quelqu'un comme ça que j'aimais beaucoup voir jouer son personnage, c'était Jim Harrison. Il faisait le Jim Harrison, si vous voulez. Les gens étaient ravis, quoi. Et un jour, je m'étais un peu moqué de lui, et son éditeur, Christian Bourgois, m'avait engueulé. Il m'a dit, fous-lui la paix. Il est comme il est. Mais enfin bon, parce que Jim était un personnage compliqué, avec des exigences parfois extrêmes, notamment dans le domaine des vins. Quand il venait en France, son éditeur devait lui fournir un certain nombre de bouteilles de grands crus. Mais il apparaissait souvent en public parasé avec une chemise à carreaux, comme s'il sortait d'une cabane au fond des bois, quoi. Alors j'avais un peu ironisé là-dessus, c'est pour ça que Christian Bourgois m'avait dit arrête. Mais bon, chacun son style. Et si un écrivain comme Harrison n'avait pas été chez Bourgois, par exemple, vous auriez publié? Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Mais d'ailleurs, il n'a pas toujours été chez Bourgois. Son premier livre avait paru chez Robert Laffont, à une époque où Robert Laffont avait le vent en poupe pour la littérature étrangère. Ça s'appelait Légende d'automne. C'est un très, très, très beau livre. J'avais adoré ce livre. Et alors ensuite, plusieurs auteurs assez proches, comme Thomas McGuane, par exemple, aussi ont rejoint les éditions Bourgois. Et Richard Ford aussi aurait pu être publié chez Bourgois. On avait des catalogues assez proches à une époque, au point d'ailleurs que Christian m'avait proposé ce qu'on appelle un gentleman's agreement. Il m'avait dit, voilà, je propose une chose, on ne se volera jamais nos auteurs respectifs. Et si on voit que des prédateurs s'approchent d'un de nos auteurs, on prévient l'autre. Et ça a marché. C'est-à-dire on a respecté cette règle sans exception, jamais. Et il m'a évité quelques problèmes. Oui. Mais c'est assez rare. Mais en même temps, je pense que ça montre une chose, c'est que je disais, tous les catalogues ne sont pas interchangeables, donc les éditeurs ne sont pas interchangeables, mais parfois un peu quand même. Parfois, il y a des éditeurs dont on se sent plus proche que d'autres. C'est sûr que je me sens plus proche du catalogue, disons, de Christian Bourgois ou des éditions de Minuit que des éditions Michel Lafon ou, vous voyez, ou d'autres.
je ne dis pas ça du tout. Je n'ai aucun mépris pour personne, hein, mais il y a des affinités. Bien sûr. Voilà, hein. Tout comme les lecteurs ont aussi des affinités avec certains éditeurs. Je pense que chacun de nous voit que dans sa bibliothèque, il y a des éditeurs qui reviennent, enfin des maisons d'édition voilà, qui reviennent, et d'autres qui sont plus absentes. Donc, c'est des affinités lectives. Oui, mais alors ça, c'est très français. J'ai découvert ça avec les années en voyant les catalogues, les livres d'éditeurs étrangers. La notion, justement, d'un éditeur qui a un certain style, un certain goût, c'est pas universel. Et notamment dans le monde anglo-saxon, c'est très très rare. Ou alors ce sont de minuscules maisons d'édition. Oui, c'est... Mais je me souviens, avant de faire ce métier, de travailler dans l'édition, quand j'allais dans une librairie, et je passais beaucoup de temps dans les librairies, souvent, comme je n'avais pas un sou, je lisais les livres dans la librairie. Je n'achetais pas le livre. Mais bon, les libraires ne m'en voulaient pas. Ils me laissaient lire tranquillement pendant des heures. Et je me dirigeais presque instinctivement vers telle ou telle table au vu des couvertures que je connaissais. Il y avait des couvertures qui m'attiraient, même si elles étaient blanches. Je savais que là, j'avais des chances de trouver quelque chose qui me plairait. Hein, mais... Ça tombe bien que vous parliez de couverture, parce que je voulais en venir à cette collection de poches que vous lancez, que vous avez lancée en cette année de vos 30 ans, cette collection qui s'appelle la Bibliothèque de l'Olivier. Je ne sais pas si vous... Je vois que j'en ai pas, j'ai cru que j'en avais dans mon sac, je n'en avais pas. Mais donc vous avez créé cette collection pour marquer un peu cet anniversaire, et aussi pour remettre en avant ce catalogue qui est le vôtre aujourd'hui, où il y a à peu près, enfin, aux alentours de 1000 titres, c'est ça? Oui. Alors peut-être il faut dire une chose pour commencer, c'est que, enfin bon, ça c'est... Tout le monde ne partage pas nécessairement ce point de vue, mais quand même, éditer, c'est souvent rééditer. Parce que les livres, on les oublie assez vite. Et donc, il faut constamment les remettre en avant. Alors, bon, vous me direz, les livres de poche, c'est à ça que ça sert. Alors ça, c'est pas tout à fait une collection de poche. Notre chef des ventes, qui est responsable de la diffusion de nos livres, qui a eu finalement l'idée de cette collection. C'est lui qui l'a eu. On en parlait récemment, il me disait, mais ne dites pas que c'est des livres de poche. En fait, c'est des livres de luxe à petit prix. Et alors là, j'étais très heureux parce que l'idée, c'était effectivement de marquer cet anniversaire en republiant des auteurs et des livres dont nous considérions qu'ils appartenaient à l'identité de la maison. Et puis, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Et donc, l'année prochaine, on n'en publiera pas 18, mais probablement une dizaine. Et les libraires voient ça d'un très bon œil. En général, ils sont assez sévères avec les éditeurs qui font uniquement du marketing, c'est-à-dire qui publient 3 ou 4 fois le même livre avec une couverture différente. Ça les agace. Mais là, ce sont des livres qui ont vraiment une chance de toucher de nouveaux lecteurs. Et par exemple, Méridien de sang de Cormac McCarthy, c'est, eh bien, bon, Cormac McCarthy, énormément de gens ont lu La Route. La Route, c'est notre plus grand succès commercial avec le prix Goncourt de Jean-Paul Dubois. Avec le Poche, on en a vendu plus de 600 000 exemplaires. C'est vraiment beaucoup. Hein. Mais sur les 600 000 et plus personnes qui ont lu La Route, il y en a très peu qui ont lu Méridien de sang. Or, Méridien de sang, à mon avis, c'est son chef-d'œuvre. Et donc, il a parfaitement sa place
dans une collection comme celle-là. Alors l'idée de base, et c'est un peu c'est même tout à fait le défi que nous avons lancé à la graphiste qui a dessiné ces couvertures, c'était premièrement, il faut que cette collection s'inscrive dans l'image des éditions de l'Olivier, de la maquette d'origine des éditions de l'Olivier depuis le début. Deuxièmement, il faut que cette maquette soit en rupture presque totale avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et donc elle a écouté ça avec curiosité. Elle a dit, bon, je vais essayer. Et quand on a vu les premiers essais, on était émerveillés par le talent de cette jeune designer. Et donc, elle avait gagné tout de suite, quoi. C'était évident que c'était elle qui allait élaborer la ligne, si vous voulez, graphique de cette nouvelle collection. Et je n'aime pas dire ce genre de choses, peut-être par superstition, mais déjà, je sais que c'est un succès. C'est pas des livres qui se vendent à 20, 30 000 exemplaires. C'est pas le but, hein, mais qui trouvent vraiment de nouveaux lecteurs. Ou des gens qui ont déjà lu le livre, mais qui trouvent que c'est une jolie édition, où ils ont perdu l'édition de poche. Ils l'ont prêté, on ne leur a pas rendu. Voilà. C'est des choses qui arrivent. On leur a volé. Bon. Ils sont vraiment très, 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 très beaux. Et c'est vrai que cette idée que la collection allait courir cette année et se refermer au bout d'un an attristait déjà par rapport aux quelques titres qu'on a eu déjà en main, effectivement. Bon, je dois vous avouer que j'avais une arrière-pensée quand même. Et que je m'étais dit, si c'est réussi, on va continuer. Il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Ça ne nuit pas aux collections de poche, ou en particulier à la collection de poche du Seuil qui commercialise la plupart de nos livres dans ce format. Hein. Mais c'est lié aussi à un phénomène assez récent. Oui, les livres de poche ont été une révolution, une vraie révolution qui a complètement changé le rapport du public avec les livres, en particulier avec la littérature. Et le développement phénoménal des poches a fait que ces livres à petit prix, qui devaient permettre à un très vaste public d'accéder à un très grand nombre de livres, ça s'est retourné. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de titres de tous les éditeurs qui sont chez Folio, chez Point, au Livre de Poche, etc., qu'on ne trouve plus parce qu'ils ne sont pas épuisés, mais ils dorment dans des silos, dans des usines de distribution où personne ne vient les chercher. Parfois, ils sont épuisés aussi, c'est vrai, et parce que les libraires n'ont pas la place de les exposer. Et même s'ils avaient la place, quand vous entrez dans ce qu'on appelle une pochothèque maintenant, vous avez des milliers de livres. Alors, ils n'ont pas la place, les libraires, ils n'ont pas les moyens non plus, parce que compte tenu du prix du mètre carré en centre-ville, si vous voulez, ils n'ont plus les moyens d'exposer autant de livres qu'avant. Et c'est un phénomène que personne n'avait prévu. Et donc ça légitime encore plus cette idée qu'il faut rééditer et remettre en avant les titres qui vous paraissent importants à divers titres, justement. Je vous propose, si vous le souhaitez, vu l'heure, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez poser une question à Olivier Cohen. Il y a une dame avec un micro qui va approcher. Il y a une question juste après. Alors. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. J'aimerais savoir quelle est pour vous la place du numérique maintenant dans l'édition. Est-ce que, par exemple, tous les livres, toutes les nouveautés sont publiées en numérique ou pas du tout? Quelle est votre politique en la matière? Alors, oui,
tous les livres, toutes les nouveautés existent dans leur version numérique. Mais il se trouve qu'en France, pour différentes raisons qu'on peut énumérer, mais le marché du numérique est tout petit. Si on regarde ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne aussi, mais surtout dans les pays anglo-saxons, le numérique peut représenter jusqu'à 15% des ventes. En France, c'est de l'ordre de 5%. Oui. Avec des exceptions, toujours. Hein, oui. Par exemple, récemment, le livre de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste. On est aux alentours, en vente nette, comme on dit, de 130 000 exemplaires, ce qui est énorme. Un beau score. Et les ventes en numérique représentent pas loin de 10%. Pourquoi Vous ne savez pas pourquoi? N'en sais rien. Peut-être parce que, comme la sortie de ce livre a été extrêmement médiatisée, beaucoup de gens ont immédiatement voulu se procurer ce livre et donc l'ont commandé pour leur tablette. Mais parmi les raisons qui font que ce chiffre est assez faible en France, il y a l'existence d'un réseau de librairies extrêmement dense et aussi des habitudes par le public de fréquentation de ces librairies. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y a Amazon, hein, mais qui a pris une part de marché importante, mais ça n'est pas comparable à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où vous pouvez faire parfois 2000 km sans tomber sur une librairie. Hein. Donc on comprend pourquoi Amazon s'est enraciné très profondément parce que c'est un continent même, si vous voulez. Hein. Et puis, il y a le prix unique du livre, hein, qui est une bénédiction pour tout le monde. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais j'ai vu les ravages que le prix, la liberté du prix du livre a fait dans certains pays. Par exemple, en Angleterre, ça a quasiment détruit la librairie anglaise jusqu'à il y a quelques années, où un libraire absolument génial, financé par un oligarque russe, a fait renaître de ses cendres les librairies Waterstones, qui sont parmi les meilleures du monde. Mais quand la librairie va bien, disons, le numérique plafonne. Hein. Mais tout ça peut changer. Hein. Tout ça est tellement imprévisible. Ça peut changer. Mais en tout cas, aujourd'hui, le marché du numérique est quand même très, très restreint. Il y avait une question au premier rang. Là. C'est juste une remarque. Oui, je suis content qu'il y ait ce débat parce que jusqu'ici, je voyais un tas d'avantages au salon, si je compare au Salon du Livre de Paris. Et par contre, dans le Salon du Livre de Paris, on pouvait parler d'édition, on rencontrait sinon des éditeurs, j'en parle au passé du Salon du Livre de Paris, on pouvait rencontrer sinon des éditeurs, du moins des directeurs de collection, ce qui est très utile pour un lecteur ou un auteur. Donc voilà, jusqu'ici. Et peut-être il y en a eu vendredi, je suis arrivé que hier, mais il n'y avait pas eu de débat sur l'édition. Non. Allez-y. Merci pour votre remarque. Oui. Bonjour, je voulais me poser une question sur l'accompagnement des auteurs. Est-ce que vous avez des méthodes d'accompagnement d'auteurs que vous avez rencontrées, que vous avez suivies pendant plusieurs années? Est-ce que vous avez des parcours avec des auteurs que vous avez beaucoup aimés? Oui, je crois que là, vous venez finalement de résumer ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que j'en parlais à propos des morts et des vivants. Finalement,
le seul vrai capital d'un éditeur, ce sont les auteurs, puisque ce sont eux qui écrivent les livres. Donc, sans les auteurs, les maisons d'édition, c'est une accumulation de bureaux, de téléphones et d'ordinateurs, si vous voulez, et de papier, mais ça ne fait pas des livres. Et donc oui, le capital le plus précieux, si je puis dire, ce sont les auteurs, et leur fidélité est essentielle. Alors, beaucoup des auteurs que nous publions sont devenus des amis, pas tous, mais beaucoup. Certains sont partis et revenus, ou pas. Mais finalement, tout ça n'obéit à aucune règle. Vous voyez, je pense que pour un auteur, pour un écrivain, une écrivaine, l'essentiel, c'est la confiance. Si on n'a pas la confiance des auteurs qu'on publie, alors on ne va pas très loin. Et vice-versa. Je dis assez souvent que on peut dire qu'un éditeur choisit les auteurs qu'il publie, mais bien souvent, il vaudrait mieux dire qu'il est choisi par les auteurs qu'il publie. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors, comme je le suggérais, il y a on n'est pas marié, hein, c'est pas éternel. Mais parfois, ça dure très longtemps. Très longtemps. Et c'est comme ça. Hein. Mais il n'y a pas de méthode. Je ne crois pas qu'il y en ait, en tout cas. J'ai une question sur l'âge des auteurs. Oui. On a l'impression aujourd'hui, alors bien sûr, il y a des jeunes qui percent, et puis il y a des gens qui commencent des carrières littéraires à 60 ans, on l'a vu ces dernières années. Mais je me demandais deux choses. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant, comme je l'ai entendu, pour un éditeur, d'avoir de jeunes auteurs qu'il pourra suivre et développer, plutôt que des gens qui aujourd'hui écrivent à la retraite, pardonnez-moi, comme on tricotait autrefois. Enfin, je veux dire, il y a pléthore, n'est-ce pas, d'une part. Et d'autre part, j'ai entendu dire aussi que le reproche d'un éditeur à des auteurs, c'était souvent qu'au fond, quand leur livre n'est peut-être pas publiable en l'état, mais pourrait être intéressant, ils ne retravaillent pas autant qu'ils le devraient. Est-ce que sur ces deux points, vous pouvez nous éclairer ? Et merci d'avance. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans vos remarques, c'est le second point. Parce que là non plus, il n'y a pas de règle, si vous voulez. Hein, c'est comme ça. Je sais que ça n'est pas, comme on dit maintenant, c'est un peu contre-intuitif tout ça. Il y a des auteurs, des écrivains qui sollicitent les conseils de leurs éditeurs et qui sont tout à fait partants pour revoir, réviser, reprendre, réécrire, travailler sur leurs écrits. Et c'est très bien comme ça. Et d'autres qui considèrent qu'une fois qu'ils ont remis leur manuscrit, il n'y a pas une virgule à changer. Eh oui. Et dans certains cas, c'est impossible de les convaincre qu'ils se trompent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En ce qui me concerne, alors si je peux dire j'ai une règle, malgré tout, c'est que c'est l'auteur qui a le dernier mot. Parce que, à moins que son livre soit totalement raté, et à ce moment-là, je lui dis, désolé, mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Bon, alors, de deux choses l'une, à ce moment-là, ou de trois choses l'une, soit il est furieux, il s'en va, soit il remet son manuscrit dans un tiroir, parfois un tiroir numérique, et il n'y pense plus, soit il se remet au travail. Mais
alors le premier cas est regrettable, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs auteurs, dont un en particulier auquel je pense. Quand je lui ai fait des remarques sur son manuscrit, il m'a dit « Tu n'aimes pas mon livre ?» Alors, mais je pense que ça ne va pas. Bon. Et il m'a dit tout de suite « Bon, je peux le proposer à un autre éditeur ?» J'ai dit « Si tu veux. » Mais je ne l'ai plus jamais revu d'ailleurs. C'était assez triste. Mais le plus souvent, il y a une écoute quand même. Et là, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait un aller-retour dans la journée à Lyon pour voir un écrivain dont nous allons publier le prochain livre l'année prochaine. Et parce qu'il ne pouvait pas, pour des raisons familiales, il ne pouvait pas voyager. Donc on a passé la journée à Lyon à travailler sur le manuscrit. On lui proposait, j'étais accompagné d'ailleurs d'une personne de la maison, on lui a proposé des coupes. C'est un très très gros livre, énorme livre. Et il y avait des passages qui nous semblaient redondants, un peu inutiles. Ça s'est très bien passé, vous voyez. Mais parce que c'est quelqu'un de raisonnable de ce point de vue-là. Alors maintenant, pour ce qui est des jeunes et des vieux, là aussi, très souvent, c'est le hasard qui joue. C'est vrai qu'il y a toujours eu en France beaucoup de jeunes écrivains de premiers romans. Parfois, il n'y a jamais de deuxième, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est de même que si on ne publiait que de très bons livres, on en publierait vraiment très très peu. Donc, le génie est rare. Mais il y a des aventures comme ça, parfois extraordinaires, avec des gens plus très jeunes, justement. Et pour aller vite, j'ai publié il y a quelques années le premier roman d'une femme qui n'avait jamais rien publié de sa vie et qui avait surtout passé son existence à effectuer des travaux très durs, souvent des travaux d'hommes, dans des chantiers navals, pratiquant la pêche aussi dans l'océan Arctique. Elle était bergère aussi en France, dans des régions assez difficiles. Et j'avais lu des lettres qu'elle avait écrites, une amie à moi, et j'avais été absolument fasciné par ces lettres. Elle a une 60aine d'années, et je l'ai rencontrée, et je l'ai supplié d'écrire l'histoire qu'elle esquissait dans ses lettres. Et elle l'a écrit toute seule, ce livre. C'est pas... J'étais épaté par sa capacité à écrire tout ce qu'elle avait consigné dans des petits carnets sous la forme d'un roman. Et c'est un livre qui a eu un grand succès, qui s'appelle Le Grand Marin, Catherine Poulain, qui est en cours d'adaptation au cinéma d'ailleurs. Alors, c'est comme un conte de fées, une histoire comme ça, vous voyez. Sa vie, à partir de ce moment-là, a complètement changé. C'était une marginale, elle avait vécu dans la rue aussi. Mais c'est une femme extrêmement intelligente, très cultivée et très, très, très timide. Et à mon grand étonnement, quand on a publié le livre, elle a décidé de ne jamais refuser une sollicitation de la part d'un libraire ou d'une association, comme il y en a beaucoup en France. Et elle a passé presque un an à se balader comme ça et à parler avec des gens, alors que quand je l'ai rencontrée, elle était presque mutique. Vous voyez, il fallait lui arracher chaque phrase. Alors là, on se dit, on est récompensé, vous voyez, quand ce genre d'histoire arrive. Mais c'est rare, vraiment. Je peux vous le certifier. Oui. Je ne sais pas si on peut... Ouais, une dernière question, la toute dernière, parce qu'il est midi et je pense qu'il y a une autre rencontre qui va nous suivre. Oui, bonjour. C'est juste pour vous demander qu'est-ce qui se passe avec un écrivain qui est en panne,
que vous connaissez depuis longtemps et puis qui tout d'un coup, pour une raison, s'agrippe et tout d'un coup, il ne va plus produire ou bien il va avoir des énormes difficultés. Est-ce que c'est une chose que vous allez gérer Alors, il y a panne et panne. Hein. Il y a baisse de régime, difficulté dans l'écriture d'un livre, hésitation, remise en question. Ça, on peut en parler. Hein. Et puis, il y a la vraie panne. Alors là, quand c'est pas une ligne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, ou des échecs successifs, des débuts qui ne restent que des débuts. Alors chacun a sa méthode. Hein, ouais. Dans le premier cas, en général, ça s'arrange tout seul. Dans le deuxième, disons, j'ai pour habitude, dans ce genre de situation, de ne jamais parler du problème avec l'auteur, mais de parler de plein d'autres choses. Il y a d'innombrables sujets de conversation. Et puis on peut s'amuser aussi. C'est arrivé avec... je crois que je peux en parler parce qu'on en a parlé ensemble une fois en public. C'est l'auteur du Goncourt dont vous parliez, Jean-Paul Dubois. Et il a traversé une longue période pendant laquelle il n'écrivait pas une ligne. Mais on se téléphonait très souvent et on passait parfois beaucoup de temps au téléphone à se raconter des blagues, parfois complètement ineptes, ou parler de la dernière série qu'on avait vue, ou Dieu sait quoi. Et puis, à un moment donné, c'est le désir, le besoin d'écrire reprenait le dessus. Et alors, je sais qu'il a... C'est pour ça que je me permets de le dire. Il a dit à un journaliste, il n'y a pas très longtemps, on me l'a apporté, qu'il lui avait dit, mais quand décidez-vous d'écrire un livre ? Et il lui a dit, quand Olivier me téléphone et me dit, bon alors, ça vient le prochain livre ? Alors je m'y mets, voilà. Ça peut prendre un certain temps. Hein. Puis il y a l'exemple de Florence Aubenas, que j'ai cité le nom tout à l'heure, et l'année dernière, notre actionnaire m'avait dit, un peu fâché, dites donc, ça fait des années que vous annoncez un livre de Florence Aubenas. Elle va vraiment l'écrire. Vous l'avez annoncé pour l'année prochaine. Ça commence à faire long. Et alors là, je lui ai raconté une histoire qui est arrivée à Gaston Gallimard. Il avait fait un contrat avec un écrivain. Et le livre n'arrivait pas, mais Gaston Gallimard était très calme. C'est pour ça qu'il faut prendre modèle sur Gaston, hein. Notre grand-père à tous, nous les éditeurs. Et donc Gaston était patient. Et finalement, l'auteur a rendu son manuscrit. Et avec 11 ans de retard. Et ce livre s'appelle Belle du Seigneur. Alors, vous voyez, parfois, ça vaut la peine d'attendre. Oui, il faut savoir attendre. Je suis obligée de mettre fin à la rencontre. Je sens que vous avez encore 1000 choses à dire, mais vous reviendrez peut-être l'année prochaine dans notre festival. Merci 1000 fois, Olivier Cohen, et merci beaucoup à vous aussi. Et voilà, bonne journée à tout le monde.